Bonjour à tous. Il est midi. On va pouvoir démarrer cette conférence. Alors, j'ai le plaisir effectivement de modérer cette session qui s'appelle effectivement Réseau multi-énergie, quelles solutions d'interconnexion pour assurer l'équilibre du mix. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Bouquier sur votre gauche de la société Terega Solutions, Dominique Verhulst de Nokia, Georges Semandi de GRT Gaz et Benjamin Guinaud de SID Énergie. Pour ma part, je suis Pierre-Damien Berger du pôle Minalogique, pôle de compétitivité basé en région Auvergne-Rhône-Alpes sur le numérique, toutes les branches du numérique. Et effectivement, on voit que notre application, comme dans toutes les applications, c'est de faire diffuser le numérique au bénéfice des applications. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler mix énergétique et puis toutes les problématiques ou toutes les solutions plutôt qui permettent d'interconnecter. Donc la bonne nouvelle effectivement, c'est que ces réseaux, alors qu'on ne va pas forcément appeler smart grid, puisqu'on voit bien que le smart grid effectivement est parfois limité à l'énergie électrique. Et donc là, on va vous parler effectivement de beaucoup plus large. Donc, ça sera le thème central de la discussion, avec effectivement toute l'émergence de ces mix énergétiques dans vos collectivités, dans les collectivités ou dans les territoires que l'on voit apparaître, grossir, se développer et prendre de plus en plus d'importance. Et ça, c'est, j'allais dire, pour le bien de l'économique de façon globale. Donc, un premier tour de table avec une présentation de vous tous, mesdames et messieurs. Honneur aux dames. Émilie, vous avez tous un micro, donc servez-vous-en. Bonjour, ça marche. Donc bonjour à tous, Émilie Bouquier, je suis directrice de la business unit multi-énergie et digital chez Terega Solutions. Terega Solutions qui est une filiale du groupe Terega. Terega, transporteur et stockeur de gaz dans le sud-ouest de la France, partout là où mon collègue de GRT Gaz n'est pas. Et donc Terega Solutions, c'est la partie non régulée en fait de Terega où on développe en fait des offres de services pour la transition énergétique, pour le mix énergétique et aussi pour le digital puisque c'est un outil nécessaire à cette ambition et qui n'est pas dans le cadre régulé. Voilà. Très bien. Dominique. Oui, bonjour, Dominique Verhulst, Nokia. Je suis en charge du business development mondial dans le secteur de l'énergie et utilities en particulier. On développe des solutions télécom pour les utilities, tout ce qui est production, distribution d'énergie. Donc pour nous, mettre en service des smart grids, ça nécessite de la communication, de la télécom. Et c'est là où Nokia joue un rôle peut jouer un rôle assez important. Et on donnera quelques exemples au cours de notre discussion. Georges, avec un micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Georges Semandi. Donc, moi, je suis le délégué territorial Rhône-Méditerranée de GRT Gaz. GRT Gaz, c'est le gestionnaire de réseau de transport de gaz. En réalité, un des deux gestionnaires, puisque, comme l'a dit parfaitement Émilie, nous opérons le réseau de transport de gaz en France, sauf dans le sud-ouest où Terega opère ce réseau. Je veux dire juste un truc pour démarrer, c'est que non, les smart grids ne sont pas Quélec. Et d'ailleurs, on est très fiers d'être ici, dans ce salon dédié au mix énergétique, et j'y reviendrai largement. On est sur le stand de l'Institut des Smart Grids. Et si on est d'accord pour dire que les smart grids, c'est une couche numérique sur des réseaux d'énergie, il n'y a pas de raison que les réseaux de gaz ne soient pas smart, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Bonjour à tous, Benjamin Guinaud, donc je suis président et cofondateur de la société SID Énergie. Donc nous sommes éditeurs de logiciels et nous développons et commercialisons en particulier le logiciel Odyssée, qui est un logiciel dédié à l'étude de faisabilité de projet. Donc on peut voir comme un outil d'aide à la décision d'investissement dans les systèmes énergétiques et en particulier les systèmes multi-énergie. Donc on va s'appuyer en particulier sur de la modélisation, simulation dynamique, de l'intelligence artificielle, l'objectif étant vraiment d'établir la rentabilité économique d'un projet, les performances environnementales. Ok, alors lançons tout de suite le sujet et on va revenir sur ce sujet, Georges. Je me souviens qu'une des phrases de la préparation, c'était « Enfin, on voit le gaz arriver dans les
dans les réseaux mixtes. Donc allons-y, plantons le décor. Et pourquoi l'arrivée du gaz est-elle enfin une bonne nouvelle ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'enfin, dans le débat public, on parle plus souvent qu'avant de mix énergétique et donc du gaz. Je vais y venir. En fait, moi je crois qu'il faut se dire dans toutes les conférences de ces 2 jours que la priorité c'est le climat. Et en matière climatique, toutes les bonnes solutions sont à prendre tellement malheureusement c'est urgent. Et s'il y avait une solution unique, ça se saurait et il faudrait le faire. Et c'est vrai qu'en France, dans le débat public, quand on parle d'énergie, on parle d'abord d'électricité, parce que le nucléaire, c'est une filière d'excellence française, c'est bas carbone, c'est hyper vertueux, je ne suis pas là en train de dire du mal du nucléaire, donc il faut en parler, mais il ne faut pas parler que de ça. Et nous, on se réjouit notamment cet automne, lorsque les scénarios prospectifs de l'ADEME, de RTE, de Négawatt, de GRTgaz sont sortis, et c'est là que j'ai dit enfin, tous ont reconnu que pour relever ce défi climatique qui était devant nous, donc globalement une neutralité carbone en 2050, le gaz avait une place. Voilà en quoi. Alors après, pour donner des repères, hein, en France, on consomme autant d'électricité que de gaz. On le sait peu déjà. Le 10, à peu près, un peu moins de 10, enfin selon les années, 10% de l'électricité est fournie par du gaz. L'électricité qui n'est pas une énergie primaire comme tout le monde le sait. Et à la pointe, le réseau de gaz déploie une puissance qui est 1 fois 2 la puissance de l'électricité. Imaginez s'il n'y avait pas de gaz, comment on ferait pour que l'électricité fournisse toute cette puissance. Et je ne suis pas en train d'opposer les deux, mais au contraire, s'il y avait un message à passer, c'est qu'il y a eu un besoin de complémentarité. D'ailleurs, c'est un peu le titre de cette table ronde. Voilà, et donc ça tombe bien, et les réseaux de gaz sont par essence, vous m'arrêtez parce que voilà, je ne sais plus où on en est des questions, les réseaux de gaz sont par essence multi-énergie. Le gaz fait de l'électricité, j'en ai parlé, dans les cogénérations, c'est connu, dans les centrales à cycle combiné gaz, il y en a une quinzaine en France, et chaque tranche fait la puissance d'une demi-tranche nucléaire, globalement. Le gaz fait donc de l'électricité, j'en parlais, mais l'électricité peut faire aussi du gaz, c'est le power to gas avec l'avènement de l'hydrogène qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs avec GRTgaz dès 2015 et d'autres, Teréga, la Compagnie nationale du Rhône, RTE, et j'en oublie, on a déployé un prototype qui s'appelle Jupiter 1000, 1000 comme 1000 mégawatts. Jupiter, ce n'est pas pour des questions électorales, hein, je vous le rassure. Et donc là-dedans, on voit comment on peut, lorsqu'il y a un excédent d'énergie renouvelable sur le réseau électrique, éolien ou solaire, parce que chaque fois qu'il y a du soleil ou du vent, il n'y a pas forcément besoin de consommation, comment on peut ne pas gaspiller cette électricité renouvelable et la stocker sous forme de gaz. Ceci dit, les scénarios de RTE disent pas de besoin avant 2030-2035, mais il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, pour faire une innovation en matière d'énergie, il faut bien 10-15 ans. Donc par essence, le gaz, et je détaillerai plus tard aussi, et les réseaux de gaz sont multi-énergie, exemple gaz vers électricité, électricité vers gaz. Alors, avant de poursuivre là-dedans, effectivement, un mot peut-être de Émilie et Dominique sur les problématiques, ou en tout cas poser le décor sur ce qu'on appelle les interconnexions. Oui, déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Georges, c'est que le gaz, c'est pas que le méthane, c'est aussi le CO2, c'est l'hydrogène, et du coup, l'hydrogène, c'est ces intercos avec le monde de l'élec, et c'est là qu'on fait ce lien multi-énergie, gaz, élec, et c'est aussi un potentiel pour décarboner des process existants, hein, puisqu'il y a des industriels qui sont consommateurs de méthane et qui sont sensibles à l'énergie et qui ne peuvent pas se transformer si vite. Et donc voilà, on voit qu'en fait, il y a des multigaz, il y a le lien avec l'élec, et il y a ce besoin en fait d'interconnecter l'ensemble de ces opportunités pour favoriser de l'autoconsommation, mais aussi ce lien avec le réseau que nous, on opère aujourd'hui et qui existe, hein, de transport de gaz, et qui sera toujours là pour sécuriser ces systèmes. Ok, et la vision de Nokia, alors peut-être un mot aussi sur la présence de Nokia sur ces marchés-là, on vous connaît sur d'autres sujets. Oui, en fait, chez Nokia, notre président, Pekka Lundmark, est un ancien du monde de l'énergie, il était le CEO de Fortum, qui est un des groupes les plus importants de l'énergie en Finlande. Pour lui,
son statement, c'est « There can be no green without digital ». Et pour nous, le digital, ça veut dire la communication. Comme on passe vraiment à de la production massivement distribuée, donc le paradigme a changé complètement. Donc on n'a plus cette génération centralisée, le transport, la distribution. On a quelque chose qui a été renversé, le modèle a été renversé. Ça veut dire que aussi, pour pouvoir mettre tout ça, pour orchestrer tout ça, obtenir une flexibilité au niveau du système énergétique et la synchronisation de tous ces systèmes, il faut de la communication. Et c'est sur cet aspect-là qu'on voit maintenant, sur le plan européen, sur le plan mondial, que finalement, les régulateurs commencent à se réaliser qu'il y a besoin de faire quelque chose. Il faut mettre à disposition de l'industrie du spectre pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir faire cette transition énergétique. On le voit par exemple chez nos voisins en Allemagne, on le voit en Pologne, on le voit en Irlande, on le voit dans les États-Unis par exemple, où vraiment les régulateurs mettent à disposition de l'industrie du spectre radio, qui permettent à l'industrie de s'organiser et de créer des réseaux avec des niveaux de fiabilité, de disponibilité qui sont vraiment nécessaires afin de pouvoir orchestrer cette transition de l'énergie. D'accord. On regarde, Benjamin, entre l'énergie, ces interconnexions, la position de SEED Énergie. Alors, je peux que abonder dans le sens de ce qui a été dit jusque-là. Nous, on se réjouit très clairement de voir ces systèmes multi-énergie prendre de l'ampleur. On se positionne effectivement sur ce créneau depuis un peu plus de 5 ans maintenant. On a effectivement la chance d'avoir des briques technologiques qui permettent de faire ces ponts entre les vecteurs énergétiques. Donc ça amène une souplesse dans le pilotage des réseaux d'énergie au sens large qui est extrêmement intéressante, mais ça apporte aussi une véritable complexité de par la diversité de ces briques technologiques, de par ce caractère multi-technologie, multi-énergie qui complexifie donc par nature le système, et également de par le caractère dynamique, puisqu'on est de plus en plus sur des réseaux fortement dynamiques, la consommation est dynamique, la production est dynamique. Et donc notre positionnement là-dessus, c'est de se dire, avant de se lancer tête baissée dans la réalisation d'un système, il y a une étape extrêmement importante qui va être justement de se poser autour de la table, d'imaginer des scénarios de systèmes énergétiques, donc quelles briques technologiques impliquées, quels vecteurs énergétiques impliqués, et de manière à en faire une évaluation technique, économique et environnementale. Quel est le potentiel de ces systèmes ? Quel dimensionnement chacune des briques technologiques doit avoir pour justement répondre à des besoins en énergie qui sont multiples, hein, des besoins en électricité, des besoins en mobilité, des besoins en chaleur. Et donc il y a, à notre sens, un vrai rôle de la modélisation, de la simulation, donc du digital, déjà dans une étape amont, quelle est l'évaluation de ces systèmes-là. Dans quelle direction il faut prendre, localement, en fonction il y a un contexte local extrêmement important, en fonction des ressources locales. Est-ce qu'il faut plutôt tendre sur une solution A, plutôt tendre sur une solution B ? Et le digital, finalement, apporte un environnement d'évaluation, de test à moindre coût, puisqu'on est dans un environnement digital, avant réalisation, pour garantir justement la mise en place de systèmes qui soient immédiatement performants et éviter absolument d'aller sur des contre-démonstrations. Oui, allez-y, Émilie. Oui, et donc ça, c'est l'étude de départ. Donc, on essaie de trouver les meilleurs scénarios au départ avant de construire les briques. Mais après, il y a le quotidien, il y a l'exploitation en fait de ces flux qui peuvent au quotidien dériver des hypothèses de départ parce qu'il va se passer plein de choses qui n'étaient pas prévues. C'est ce qu'on vit déjà au quotidien dans le transport de gaz. Hein. Ça se passe jamais tous les jours, mais comme ce qui était prévu. Mais on doit être en capacité de réagir en temps réel pour sécuriser les appros, pour justement avoir un bilan économique qui est viable et continu dans le temps, et maîtriser notre empreinte carbone, et puis améliorer en continu notre efficacité. Et nous, déjà, chez Teréga, mais aussi chez GRT Gaz, on avait vraiment développé cette importance du digital. On a investi énormément pour construire nos jumeaux numériques, parce qu'en plus, on a un vrai problème de sécurisation de nos assets industriels. Hein. Donc, on a développé donc chez Teréga des solutions pour créer le jumeau numérique de ces échanges en temps réel,
pour permettre à nos opérateurs de pouvoir réagir, superviser de façon sécurisée et jouer dans un monde digital pour tester des scénarios et assurer l'efficacité en temps réel au quotidien. Alors testons les scénarios justement, parce que c'est toujours intéressant de planter le décor et puis de donner un petit peu des généralités. Allons dans le détail. Vous avez parlé de Jupiter 1000, Georges. Est-ce que avec moi l'autre jour j'étais dans une collectivité qui me disait effectivement on a un mix parce qu'il y a cette partie qui est chauffée au bois, cette partie qui est fait chauffer au gaz, cette partie qui est chauffée à l'électricité, et en fait on mixe tout et on échange. Donnez-nous des exemples de très concrets sur lesquels en fait vous travaillez et sur lesquels les solutions que vous développez apportent un avantage au cas d'usage. Alors d'abord, moi je veux dire que les réseaux de gaz sont multi-énergie depuis toujours. On connaît gaz B, bas pouvoir calorifique, gaz H, et c'est un peu derrière nous, mais ça a existé. Et aujourd'hui, déjà dans le réseau, il y a du gaz naturel et du biométhane. Alors, vu de l'extérieur, ça paraît le même produit, mais en réalité, ça change fondamentalement la gestion du réseau, parce qu'avec le gaz naturel, il y a 5 ou 6 points d'entrée au territoire national. Ça ruisselle par gravité, finalement, presque, jusqu'au consommateur. Demain, il y aura 10 000 points d'injection de biométhane. Aujourd'hui, il y en a déjà 350. Il y en aura le double à la fin de l'année. Et sans une couche numérique qui nous permet de gérer le réseau totalement différemment, une sorte de réseau double flux, on n'y arrive pas. Donc voilà, le réseau de gaz, par sa souplesse, est déjà multi-énergie, mais heureusement que les besoins de transition arrivent en même temps que l'avènement de la puissance du numérique sur les réseaux. Quelqu'un disait que la réussite sera un peu 3D, décarbonation, décentralisation et digital en matière de réseau. Après, pour parler de scénarios, aujourd'hui on consomme 450 TWh de gaz en France. Les derniers scénarios qui sont sortis nous montrent que la consommation d'ici une génération, d'ici 30 ans, sera aux alentours de 300 TWh. Ça fait quand même un tiers de moins. Et ces 300 TWh seront 100% renouvelables. Et ce n'est pas un effet de manche. Tous les scénarios montrent que le gisement et le potentiel est là. De toute façon, on n'a pas le choix entre nous. Et sur ces 300 TWh, un tiers sera du biométhane et les 2 autres tiers se partageront avec des gaz renouvelables de deuxième génération issus de la pyrolyse des déchets, finalement, la gazéification des déchets et de l'hydrogène. Voilà pour quelques chiffres en matière de scénarios. D'autres exemples ? Oui, alors chez Terega, on a notre projet aussi qui peut illustrer ce qu'est le multi-énergie. C'est un projet qui s'appelle Impulse 2025 qui a pour ambition d'aller utiliser tout le potentiel des énergies fatales sur une plateforme industrielle pour retransformer ces énergies fatales en énergie consommable sur le site. Donc favoriser l'autoconsommation, en fait, que la plateforme autoconsomme au maximum son potentiel d'énergie fatale et donc se décarbone. Mais en faisant ça, on va créer des dépendances en fait, entre des acteurs, puisque par exemple, typiquement, un émetteur de CO2, on va pouvoir récupérer son CO2 pour le mélanger avec de l'hydrogène, pour en créer du méthane qui va être utilisé par un autre industriel qui a besoin de méthane. Et donc, on va créer des interdépendances entre ces producteurs et ces consommateurs. Et là, en temps réel, il y a plein de possibilités pour que ce nouveau producteur d'énergie, en fait, ne la produise pas. Par contre, celui qui devait la consommer, il va bien falloir qu'on trouve un moyen de l'alimenter quoi qu'il arrive. Et c'est là que les réseaux standards peuvent jouer leur rôle. Et c'est là que le digital est hyper important pour anticiper soit le plus en amont possible quand c'est possible ces événements, ou réagir en temps réel quand la situation se produit. Parce que si on se contente juste de mettre des briques et d'attendre que ça marche, et de tirer sur le réseau quand on ne peut pas faire autrement, à la fin, la facture elle va être très élevée. Benjamin, un exemple très concret de votre société qui est... Peut-être un exemple concret parmi les systèmes énergétiques qu'on voit passer. On travaille aujourd'hui, par exemple, sur des systèmes énergétiques plutôt à l'échelle du quartier, où on va pouvoir retrouver une volonté d'introduire une forte production d'énergie renouvelable, que ce soit photovoltaïque ou éolienne, donc une volonté de maximiser cette autoconsommation. Donc il va passer par un stockage batterie qui ne sera pas forcément suffisant, donc on va pouvoir compléter avec de la production d'hydrogène qui pourra être stockée, qui derrière pourra être réutilisée éventuellement pour faire de l'électricité, mais du coup on va aller également sur de la cogénération, pouvoir produire à la fois de l'électricité
et de la chaleur à partir de piles à combustible pour du coup non pas alimenter uniquement des besoins en électricité mais également des besoins en chaleur. Et une fois qu'on a mis le pied dans la production d'hydrogène, ben, ça ouvre la possibilité d'aller également sur de la mobilité. On peut utiliser cet hydrogène pour alimenter des besoins en mobilité, qu'on soit sur des véhicules légers ou éventuellement des véhicules lourds. Donc on sent finalement assez vite que le point de départ peut être d'alimenter un besoin en énergie particulier, et très vite ça offre l'opportunité, grâce à ces briques technologiques encore une fois qui peuvent faire les ponts entre les vecteurs, ça offre l'opportunité justement d'alimenter tous les autres besoins en énergie et de décarboner plus profondément la consommation d'énergie, et pas seulement focalisée sur un seul vecteur, sur un seul type de besoin, quoi. On va passer au côté business, mais je voulais faire un appel à la salle. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Levez votre main, on vous passe le micro, on vous passe la parole, parce qu'on est ici pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à votre curiosité, donc n'hésitez pas. On a dit qu'on passe. Moi, je viens de dire qu'on allait passer au côté business après le cas d'usage. Il y a une phrase que j'avais notée, Émilie, je vais vous donner la parole sur quand on prononce le mot business, vous répondez gain en énergie, gain environnemental et gain financier. Donc c'est assez original et en même temps très encourageant, j'allais dire, pour la planète, dont parlait Georges au début. Pourquoi cette réponse, quand on parle de business, de mixer les trois ? Parce qu'à la fin, l'énergie, ça sert à faire du business pour ceux qui la consomment. Donc, ça reste un coût important, en fait, pour les consommateurs. Donc, quand on les projette dans ces ambitions multi-énergie, dans ce potentiel d'autoconsommation, il faut qu'à la fin, le modèle il soit viable et il soit économiquement supportable par les consommateurs. Et c'est pour ça que justement les solutions digitales en amont de Benjamin permettent d'identifier l'ensemble des scénarios et d'être sûr qu'on va aller dans un système qui à la fin sera viable. Et puis nous, nos solutions digitales, pour être sûr qu'au quotidien on est toujours aligné avec cet équilibre économique et aussi cet équilibre environnemental, parce que on va potentiellement aller chercher des subventions parce que c'est du potentiel pour décarboner. Et derrière, il va falloir qu'au quotidien, on s'assure que ces engagements qu'on a pris pour décarboner grâce à ces investissements pour construire ces mix énergétiques, on soit au rendez-vous en permanence. Nokia répond de la même façon ? Oui, pour nous, ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, pour donner un autre exemple, dans la distribution d'eau, par exemple, l'IEA a chiffré que pour produire l'eau potable au niveau mondial, on consomme à peu près 1000 TWh d'énergie. En moyenne, au niveau mondial, et c'est vrai pour les pays développés et les pays moins développés, on perd entre 20 et 30% de l'eau potable. Donc c'est non-revenue water. Si on réussit à réduire ça de façon disons, assez significative, on peut donc épargner entre 200 et 300 TWh d'énergie par an. Donc, en fait, mettre en place des systèmes intelligents qui peuvent, avec des sensors sur les réseaux de distribution d'eau, mais c'est vrai pour l'électricité, le gaz, etc., il y a énormément de gains à obtenir sur l'efficacité de nos systèmes énergétiques au niveau mondial. Donc pour nous, la digitalisation, c'est pas une option, c'est un must. Et la communication sert vraiment à atteindre ces objectifs. On a des exemples en Australie où on fait ça, en Allemagne, comme je disais, je vais peut-être passer plus tard sur un peu plus de détails comment on le fait, mais pour nous, c'est vraiment l'objectif de Nokia, c'est de pouvoir passer cette phase de digitalisation. Comme disait Georges, on va avoir passé de quelques centaines de centres d'injection à des dizaines de milliers de centres d'injection. Il faut pouvoir gérer ça, il faut pouvoir contrôler ça, et la communication est un aspect très très important pour réussir à faire ça. On va passer à Georges, justement, quand vous parlez business, vous parlez élargissement, on parle bien de cette diffusion, de cette augmentation de nombre de points. On parle de quoi ? Non, pas tout à fait. Moi, le mot business, il me renvoie à si on ne réussit pas le défi de la décarbonation, on est mort. Nous, gestionnaires de réseau, et sans doute d'autres sujets, mais vous voyez, aujourd'hui, c'est la priorité. Et si on ne réussit pas ce défi, les réseaux disparaîtront.
Et bien avant ça, le gaz. C'est le transporteur d'une énergie fossile qui vous parle là. Donc vous imaginez que le défi de la décarbonation, pour nous aujourd'hui le biogaz c'est 1% de ce qu'il y a dans notre réseau, et à terme il faut que ce soit 100%. Vous imaginez le pas qu'il y a à faire. Donc le business, c'est continuer à valoriser ces compétences inouïes que les générations précédentes ont forgées pour, en montrant qu'on est à la hauteur du défi de la décarbonation. Le bon exemple, c'est l'hydrogène. On a fait une consultation nationale pour connaître un peu les besoins des acteurs qui iraient massivement dans l'utilisation de l'hydrogène. Ils ont dit plusieurs choses. Donc, les facteurs clés de succès pour qu'ils aillent sur l'hydrogène, un, c'est le prix, bien sûr. C'est tous des industriels, quasiment, pas tous. Deux, qu'on ait des réseaux d'énergie aussi fiables et de bonne qualité que les réseaux de gaz qui nous alimentent aujourd'hui. Outre que ça nous a fait plaisir, ça fait un sacré challenge. Réseau d'énergie, c'est-à-dire l'élect pour alimenter les électrolyseurs. Globalement, l'électricité bas carbone l'hydrogène bas carbone sera électrique, mais pas que. Et deux, qu'on ait des réseaux de gaz d'avitaillement qui permettent de mettre en relation producteurs et consommateurs d'hydrogène à travers un réseau d'énergie mutualisé. Nous, on pense régulé. Voilà, donc ça, c'est un défi. Donc quand vous me dites business, c'est savoir adapter l'outil de production et mettre au service nos compétences aux besoins, au service de la décarbonation, sinon tout simplement, on n'existe plus. Et du coup, par voie de conséquence et par rapprochement, effectivement, un peu comme Terega Solutions, on a une filiale qui fait de la diversification et qui voit comment ces solutions peuvent faire l'objet de business complémentaires qui diversifient notre commerce, puisque je vous le disais, à terme, et on se prépare à ça, on aura un tiers de flux de gaz en moins dans nos réseaux. Un exemple, c'est par exemple sur la cybersécurité. Je ne vous fais pas un dessin sur le sujet de la cybersécurité en ce moment, sur les réseaux de gaz. Et du coup, on a une DSI qui a développé de sacrées compétences pour travailler sur la cybersécurité pour les grands réseaux. Elle est en train de réfléchir avec d'autres opérateurs pour voir comment ces compétences peuvent être mises à disposition. On reviendra sur les compétences parce qu'elles sont largement majoritaires, j'allais dire, dans ces développements. On finit avec le business. Benjamin, c'est le numérique. Alors, le business, de mon côté, ce que ça nous évoque, c'est, je dirais, plutôt le côté multiservice. On s'est aperçu de ça notamment sur l'hydrogène, et je pense que c'est vrai généralement sur les systèmes multi-énergie. Une des clés de réussite de ces systèmes, c'est bien sûr la rentabilité, la dimension économique, comme ça a été mentionné, et elle passe énormément au travers du multiservice. Typiquement, sur la production d'hydrogène aujourd'hui, on s'aperçoit que les systèmes qui potentiellement sont les plus rentables sont ceux qui peuvent multiplier les débouchés de cette production d'hydrogène. Ça peut être pour alimenter de la mobilité, alimenter simultanément un industriel, donc comme le disait Georges à l'instant, il y a une vraie volonté d'aller décarboner les usages de l'hydrogène dans l'industrie. Donc un site producteur d'hydrogène qui peut alimenter la mobilité, un industriel qui peut éventuellement dispatcher cet hydrogène sur des sites de consommation d'hydrogène distants. On peut également éventuellement stocker cet hydrogène, refaire de l'électricité derrière, envisager l'injection de cet hydrogène dans le réseau de gaz. C'est un moyen également de commencer à verdir cet hydrogène. Et donc on s'aperçoit que c'est en multipliant finalement les débouchés qu'on va tendre vers une rentabilité de ces systèmes-là et donc vers un décollage de ces systèmes-là. Parce que très clairement, la rentabilité économique conjointe avec les gains environnementaux, la performance environnementale, c'est un élément clé pour que ces systèmes multi-énergie pénètrent et se développent. Revenons aux compétences. Alors, de façon globale, la cybersécurité, et on le sait tous, est un enjeu majeur. Georges, vous l'avez mentionné. On peut compléter un petit peu les besoins de formation. Est-ce que les gens sont assez formés? Est-ce qu'on a suffisamment d'experts? Est-ce que la France est bien placée dans ce domaine-là? Et quels sont les autres besoins en formation? Qui veut prendre la parole? Oui, alors, du coup, nous, c'est vrai qu'on a pris le parti de transposer nos expertises, en fait, métiers dans ce monde multi-énergie. Et on a eu la chance d'avoir un PDG qui a su nous faire prendre le levier du digital et un DSI aussi du digital moderne. Et c'est un digital qu'on a construit avec des expertises métiers. Donc on a pris nos exploitants côté digital, ils nous ont appris à industrialiser des services digitaux. Donc en fait, il y a
dans chaque entreprise, il y a un vrai potentiel d'expertise cœur métier, en fait, qui a une valeur et qu'on peut transformer pour permettre à l'entreprise d'adresser ces nouveaux défis. Mais bien sûr, derrière, il faut former les futures générations, mais on a déjà ce visier, en fait, qui est important et qui, de toute façon, permettra de définir aussi les modèles de formation. Nous, aujourd'hui, on a besoin de compétences cloud, mais vrais cloud, ce qu'on appelle les vrais clouds. Et il n'y a pas de jeunes qui sortent des écoles. Donc, en fait, on a créé une formation avec le CESI d'alternance pour commencer à créer cette dynamique de formation de ces nouveaux métiers digitaux qu'on n'avait pas sur le marché. Mais ça a été créé en interne, ce programme de formation, et en interne avec un organisme formateur. Et c'est la Pyrénées Cloud Academy, forcément. Et vous formez vos personnels ou vous formez des jeunes qui intègrent ensuite la société? Non, nous, on a eu la chance d'avoir un PDG qui nous a dit « Prenez le temps de vous former, prenez-vous des murs, et après, vous viendrez nous montrer ce que vous savez faire. » Et toujours avec main dans la main avec nos experts métiers, hein, puisqu'on est des vrais partenaires. Non, là, c'est de développer en fait un potentiel sur notre territoire, et puis mettre à disposition pour les autres entreprises qui n'ont pas les moyens qu'on a eu en fait, hein, parce que ça, on va pas se mentir, ça coûte de l'argent de partir de zéro et de se tromper. Et donc non, c'est vraiment pour tout l'écosystème en bénéficier. Très bien. D'autres expériences sur la formation, qui est le futur, hein, de toute l'entreprise, de toutes les entreprises et de tout ce domaine, j'allais dire, du réseau multi-énergie. Oui, le système gazier est en véritable révolution, de très grosses mutations. Je confirme le besoin en compétences numériques que souligne Émilie. La DSI chez GRTgaz, c'est clairement la direction qui recrute le plus. Et en matière de diversification, là déjà en portefeuille, une dizaine de millions d'euros de commerce extérieur. En matière de mutation des compétences, il y a clairement une entreprise qui a besoin de connaître de nouveaux produits, passer du méthane au biométhane, du méthane à l'hydrogène. Il y a clairement une entreprise qui a besoin d'apprendre à gérer un réseau autrement. Je le citais tout à l'heure, double flux, un réseau qui n'est plus gravitaire. Une entreprise qui a besoin d'avancer sur la notion de multi-énergie, même si j'ai essayé de montrer que finalement le multigaz est déjà là et nos interfaces avec l'électricité sont déjà au rendez-vous. Et puis une entreprise qui a peut-être besoin d'apprendre à gérer plus de rareté, parce qu'avoir un corps social de 3300 personnes qui opère un réseau de 450 TWh, mais il va falloir passer à moins. Comment on s'adapte? C'est pas si simple que ça, c'est aussi des compétences à déployer. Benjamin, sur une société comme la vôtre, où est-ce que vous recrutez? Qui sont les profils que vous recherchez? Alors, c'est justement une vraie difficulté, puisque les profils qui vont nous intéresser sont exactement à la croisée des deux sujets qu'on évoque aujourd'hui, le multi-énergie et le numérique. Donc aujourd'hui, il y a très très peu de formations où on va être capable justement de trouver des profils, des ingénieurs, notamment avec cette double compétence qui pour nous paraît essentielle. Ça veut dire une maîtrise d'un côté des énergies. La difficulté, elle est là, hein, c'est qu'il ne nous faut pas une maîtrise, il ne nous faut pas une personne spécialisée en génie électrique ou simplement en gaz. Il faut une personne qui soit capable de comprendre comment fonctionnent les marchés de l'énergie, comment fonctionnent ces briques technologiques qui font les ponts entre ces différents vecteurs, et avec également des compétences en numérique pour développer des outils et pouvoir justement faire ces évaluations de projets. Donc on voit quelques formations en France qui commencent justement à hybrider ces compétences-là, notamment des masters avec des échanges entre écoles d'ingénieurs généralistes et écoles plutôt orientées informatique numérique, mais les profils sont extrêmement rares et malheureusement nous, SID-Énergie, on n'a clairement pas les épaules pour monter un programme de formation, mais on sent que c'est indispensable. Un exemple très simple, hein, on a un poste ouvert depuis maintenant 3 mois. Le poste, c'est Digital Energy Engineer. On cherche vraiment ces compétences-là à cheval entre le digital et l'énergie. Et on en a besoin maintenant, et c'est des compétences qui seront probablement présentes que d'ici 3, 4, 5 ans. Et encore, si les pôles de formation se mobilisent sur ces compétences-là, donc c'est vraiment excellent d'entendre qu'il y a des initiatives de ce type, parce que le besoin, il est là aujourd'hui. Pour une entreprise comme Nokia, il ne faut pas se former à la technique ni au numérique, il faut se former au langage de l'énergie. Mais nous, on a compris il y a 10 ans qu'en fait, il y avait un manque
de connaissances des deux côtés, du côté industriel, métier, et du côté Nokia, pour mieux comprendre les industries. On a commencé à développer des programmes avec des institutions académiques, voire même des sociétés comme EDF R&D, à développer des programmes de tests et développement, de proof of concept, mais aussi on a lancé un programme de master en smart grid à l'université de Strathclyde à Glasgow, justement pour permettre les deux mondes à se retrouver. Et donc, voilà, nous, on invite toujours nos clients à engager dans une discussion avec nous pour que nous, on peut mieux comprendre leur cas d'usage, mais aussi, c'est un projet de longue haleine. La formation des gens, c'est quelque chose qu'il faut voir sur plusieurs années, parce qu'il y a des connaissances, il y a des compétences à développer, et pour nous, ce n'est pas quelque chose de 6 mois ou d'un an. C'est quelque chose, c'est un engagement qu'on prend ensemble pour de nombreuses années, voire même 10-15 ans. Très bien, merci pour toutes ces informations. Toujours pas de questions, mais n'hésitez pas. Sur cette conférence, on a abordé les cas d'usage, on a discuté du business, on a discuté de la formation. Soyons optimistes pour l'avenir. Comment vos sociétés vont évoluer? Quels sont les axes d'évolution dans ce domaine-là pour que ce mix énergétique non seulement réussisse, mais s'amplifie? Qui veut prendre la parole là-dessus? Mais qu'on soit multi-énergie. Non, ce que je trouverais bien, nous, dans notre métier, notre modèle aujourd'hui, c'est qu'au final, la filiale Terega Solutions, il n'y ait plus de Terega Solutions et Terega SA, parce que le multi-énergie ferait partie du cadre régulatoire, parce que ce serait vraiment intégré dans la trajectoire dans les trajectoires de réglementation nationale et européenne. Et si on n'a plus besoin de faire cette différenciation entre les deux mondes, c'est que ça devient culturellement normal, en fait. Donc je pense que... Un mot qui m'avait surpris ou qui m'avait en tout cas enthousiasmé, c'est une solidarité, un réseau de solidarité. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Ah oui, sans doute. Oui, j'avais prononcé ce mot solidarité pour dire que finalement... voilà, il y a eu une conférence à Grenoble, la décarbonation annonce-t-elle la fin des réseaux d'énergie ? Alors je suis convaincu du contraire, et j'avais prononcé le mot solidarité en parlant des réseaux de transport d'énergie, et je suis convaincu que les réseaux de transport que nous opérons chez GRTgaz avec Terega ou qu'opère RTE en France sont vraiment des réseaux de solidarité territoriale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison, par exemple, que dans le nord de la France, on ne bénéficie pas du photovoltaïque du sud. Premier potentiel Sud et Occitanie, premier potentiel photovoltaïque de France. Il n'y a pas de raison que, via les réseaux de transport, le nord de la France n'en bénéficie pas. Et réciproquement, il n'y a pas de raison que l'Occitanie ne bénéficie pas du biométhane qui est produit aujourd'hui de manière très importante dans le nord du pays. Donc on a besoin d'un réseau de solidarité comme ça. J'entends parfois les régions, les collectivités, et j'en veux pas aux élus, c'est un peu le jeu, parler d'autonomie énergétique. Mais c'est l'histoire de l'énergie dans ce pays depuis la guerre a montré que c'était un peu une ineptie, quoi. On peut plus parler de solidarité nationale ou européenne, peut-être ? Oui, il y a peut-être une bonne échelle, à l'échelle continentale, à l'échelle d'un pays, à l'échelle interrégionale. Je ne sais pas quel est le bon périmètre. Mais si vous voulez être autonome à l'échelle d'une commune, d'une métropole, vous désoptimisez totalement le truc. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas profiter des bonnes idées du voisin d'à côté. Et par les temps qui courent, on a un peu un repli sur soi. Je ne fais un dessin à personne. Plus que jamais, oui, moi je fais la promotion des réseaux de transport qui transportent l'énergie que produisent les femmes et les hommes de ce pays, oui. Très bien. Nokia, comment vous voyez l'avenir sur ces domaines ? Vous avez fait plusieurs virages, vous allez en faire d'autres sans doute. Mais je prendrai l'exemple de l'Allemagne, par exemple, où l'année passée, finalement, un groupement de sociétés, plus de 150 sociétés énergétiques en Allemagne, ils se sont réunis dans une joint venture, créer une société qui va développer un système national, un réseau de télécom national
basé sur des technologies complètement standards, donc pas quelque chose de propriétaire, quelque chose qui est ouvert, dont il y a un écosystème qui existe, mais le réseau sera dédié à tous les opérateurs de systèmes énergétiques en Allemagne. Il va couvrir tous les pays. Donc avec une disponibilité, une qualité de service garantie. Aussi pour éventuellement laisser les gens qui opèrent ces réseaux d'eau, d'électricité, de gaz dans le field à communiquer en temps réel, à opérer ou faire des simulations avec des jumeaux digitaux dans le monde, donc sur les parcs éoliens, photovoltaïques, la distribution, réseau de distribution, etc. Donc pour nous, c'est important qu'on regarde cet exemple et qu'au niveau européen, on trouve un moyen d'ouvrir justement des fréquences de spectre pour les opérateurs d'infrastructures critiques pour qu'ils puissent vraiment commencer à travailler ensemble et trouver un moyen d'orchestrer cette transformation de l'énergie. Pour quelle raison des spectres de fréquences dédiés? C'est pour de la sécurité? C'est pour de la latence? C'est pour la sécurité, la disponibilité, la couverture. Aux États-Unis, il y a même 2 spectres qui ont été licenciés pour les opérateurs d'infrastructures critiques. En France, on a la bande 38, mais c'est trop limité dans le cas d'usage et il faudra trouver un moyen pour descendre en dessous de 1 GHz en fréquence parce que c'est comme ça qu'on obtient vraiment la bonne couverture et la disponibilité du service. Très bien. Benjamin, avant qu'on conclue cette conférence, vos rêves, à vous? Alors, je pense que nous, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est ce qui nous motive vraiment depuis le départ chez SEED Energy, c'est d'arriver à faire tendre nos clients vers plus d'autonomie dans l'évaluation de leur système énergétique. D'où l'idée vraiment de mettre à disposition notre logiciel, de ne pas être forcément un bureau d'études. Je parlais de cette complexité de ces systèmes qui effraie sur cette dimension étude. Et ce qui nous motive, c'est d'arriver à vulgariser cette complexité au travers de notre logiciel. Donc je ne dis pas de la simplifier, surtout pas. Il faut qu'on garde un niveau de modélisation assez poussé. Il faut qu'on prenne en charge, je dirais, cette complexité, mais qu'on arrive à la rendre accessible. Et ça, c'est vraiment je dirais, l'une de nos valeurs et ce qu'on cherche vraiment à développer et à améliorer tous les jours. Et le deuxième axe, je pense, c'est de continuer l'enrichissement qu'on fait sur notre logiciel. On parle de système multi-énergie aujourd'hui, on a mentionné quelques vecteurs. Je pense qu'on entrevoit tout juste ce que vont être les systèmes multi-énergie de demain. On aura d'autres vecteurs, on parle d'ammoniac, on parle de méthanol. Et chez nous, c'est une véritable motivation, véritable exaltation de pouvoir justement adresser ces vecteurs énergétiques de demain, adresser ces technologies-là et arriver à continuer à évaluer les systèmes, se poser des questions sur le potentiel de ces nouveaux vecteurs, de ces nouvelles technologies. Et ça, c'est clairement le deuxième axe qu'on va continuer à creuser, à développer. C'est vraiment de garantir qu'on puisse, quelle que soit l'évolution de notre système, être capable de les évaluer et de tester de nouvelles pistes qui peuvent potentiellement être extrêmement prometteuses. Très bien. Georges, vous vouliez rajouter un mot avant qu'on conclue tous? Ou c'est la conclusion? Sinon, je vous demande de conclure effectivement avec un mot qui est une anecdote ou un passage de votre vie. Une anecdote, je ne sais pas, mais je ne sais plus qu'est-ce qui disait que les meilleurs réseaux sociaux, c'est une soirée entre amis autour d'un verre. Et en matière de réseau d'énergie, c'est un peu pareil. On a beaucoup parlé de hardware, de software. Là, finalement, moi, j'appelle à un dialogue renforcé entre les acteurs de l'énergie. J'appelle à jouer collectif. Sortir du silotage qui est aujourd'hui une sorte de caractéristique française. Et si on ne joue pas collectif, ça sera compliqué.
Donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'est pas vraiment une anecdote, mais les meilleurs des réseaux, ça va être les réseaux d'experts, de spécialistes, de consommateurs, de producteurs qui sauront se mettre autour d'une table pour ensemble relever tous ces défis. Et du coup, je salue cette table ronde que les organisateurs ont mise au programme, parce que souvent, le sujet des réseaux passe à la trappe du dialogue sur l'énergie qui est très concentré production, consommation. Très intéressant ce message du collectif, ça a toujours été un point positif et je pense que ça le sera toujours. Benjamin, un mot de conclusion de votre côté. Je n'ai pas non plus d'anecdote, c'est simplement un enthousiasme vraiment que je souhaiterais partager aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une conférence comme ça il y a 5 ans. Quand on a démarré l'activité justement sur cette évaluation de systèmes multi-énergie, etc., je ne dirais pas qu'on nous rigolait au nez, c'est pas vrai, mais je pense à beaucoup de gros acteurs qui n'étaient pas du tout dans cette dynamique-là et qui aujourd'hui commencent à s'intéresser à ce côté multi-énergie. Et donc il y a une vraie réjouissance de voir que c'est un concept finalement qui commence à être adopté, de voir la multiplication d'acteurs aussi qui s'intéressent à ces projets, qui partent pas forcément de compétences en énergie, qui peuvent être complètement dans un autre domaine, mais qui sentent qu'il y a quelque chose à faire, ils sentent qu'il y a un véritable caractère vertueux dans ces systèmes-là, et de sentir cet engouement et cette dynamique, pour nous, c'est... après 4-5 ans, honnêtement, c'est extrêmement motivant. Un message, Dominique, de fin. L'anecdote pour moi, c'est très simple. Je voyage beaucoup dans un rôle global pour les utilities, et donc je me trouve très souvent dans des taxis. Taxis de l'aéroport à l'hôtel, de taxis de l'hôtel au client, etc. Et puis très souvent, c'est « Ah tiens, vous faites quoi dans la vie ?» Et ma réponse est toujours « Je travaille pour Nokia. » « Ah, Nokia ? Ah, mon premier téléphone, c'était un Nokia et la batterie durait 1 semaine et on pouvait jeter le truc par terre et ça continue. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu ? Et la réponse, vous pouvez trouver sur notre stand, en fait. On a toujours été là dans le background, plus dans le marché du consommateur, mais dans le marché des réseaux industriels télécoms. Ça fait depuis 30 ans qu'on est là, on continue à investir et venez nous trouver sur le stand Nokia. Très bien. Une conclusion de notre conférencière. Alors moi, j'avais envie d'aider Benjamin à recruter son talent, son expert qui n'existe pas encore, pour dire que c'est vraiment un monde hyper dynamique, qui bouge, qui va bouger en permanence, où effectivement le digital va travailler avec le métier, on va innover en permanence. Donc dans ce contexte où au final il y a de plus en plus de personnes qui cherchent du sens dans leur métier, c'est un vrai super terrain de jeu. Nous on s'éclate, on travaille pour la transition énergétique et pour l'anecdote, moi avant à l'école mes enfants ils disaient papa il fait voler des hélicoptères et maman elle transporte du gaz. Bon, j'étais pas la star. Maintenant, maman, elle travaille à sauver la planète. Et là, c'est moi qui gagne. Et là, ça change la donne. Écoutez, moi, mon mot de conclusion, ça sera le plaisir d'avoir travaillé avec vous pour cette préparation. On travaille quasiment tous les jours à Minalogic sur la diffusion du numérique. On cherche du sens également à nos métiers. Et sur ce domaine-là, on voit tout de suite le sens et l'intérêt. Donc, continuons, motivons-nous et puis réussissons. Voilà, une bonne journée et surtout un bon salon Mixi.